Bienvenue sur le podcast Job Révolution, le podcast qui t'accompagne dans ton évolution. Je suis Stéphie Lechkowski, formatrice d'adultes, spécialiste en reconversion et en insertion professionnelle. Si tu te poses ces questions, comment retrouver du sens et avoir confiance en toi, comment travailler autrement ou faire une reconversion, comment sortir de ta carapace et trouver ta place, Job Révolution est fait pour toi. Chaque semaine, découvre les conseils de personnes inspirantes pour trouver ta voie et les secrets de recruteurs pour t'accompagner dans ta recherche d'emploi. Si tu aimes ce podcast, je t'invite à t'abonner et à le partager. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Job Révolution avec comme invité d'honneur Léo Bernard qui est formateur de recruteurs mais aussi créateur de contenu dédié au recrutement. C'est pourquoi dans cet épisode, il vous explique comment trouver un emploi, comment vous différencier en entretien d'embauche, mais aussi ce qu'il pense et si ça a du sens finalement, les méthodes de recrutement actuelles et à venir. J'ai hâte aussi de savoir ce que vous en pensez vous. Et pour cela, je vous souhaite une bonne écoute. Et bonjour Léo, bienvenue dans ce podcast. Bonjour Stéphie. Je suis ravie de t'accueillir. Petite précision pour les auditeurs, je suis vraiment touchée que tu sois là à nouveau parce qu'en fait, on a déjà fait un enregistrement avec Léo et on a trouvé que la qualité du son était pas tip-top pour le niveau justement technique de Léo, justement aussi. Donc, merci de prendre le temps à nouveau d'enregistrer cet épisode qui, je suis sûre, va être hyper intéressant. Tu tournes ça bien quand même de dire que ça a été, on a choisi parce qu'en vrai c'est juste que j'ai été une horrible personne et j'avais une mauvaise connexion, un mauvais micro en pleine campagne, donc j'ai failli à ma mission d'invité, mais cette fois-ci ce n'est pas le cas. Il a eu un très mauvais réseau. Voilà, c'est surtout ça, parce qu'il a respecté son engagement et il était bien là, donc merci. En plus, bref, non mais voilà, t'aurais pu au contraire esquiver l'enregistrement, t'étais aussi chez tes proches, donc ça, moi je note tout ça, donc merci. Et donc Léo, pour aller du coup à l'essentiel, alors est-ce que tu peux nous dire qui es-tu et quel est ton lien avec le recrutement? Ok. Alors le lien avec le recrutement, c'est toute ma carrière pro. Aujourd'hui, j'ai deux casquettes principales. Je forme des recruteurs et des recruteuses. Donc avec Élise, qui est mon associée, on a créé un bootcamp qui s'appelle T-Shaped Recruiter et on passe une grosse partie de nos journées à former des gens au recrutement. Et à côté de ça, j'ai une autre casquette plutôt de créateur de contenu. Donc je fais j'ai créé un podcast recrutement. Je fais des articles, des newsletters pour des boîtes qui me le demandent et aussi des conférences ou des ateliers. Donc en gros, ma vie entière aujourd'hui est recrutement. Soit à titre individuel pour des boîtes qui ont des besoins spécifiques, soit à deux avec Élise où on forme des boîtes. Et ça, du coup, c'est ce que je fais aujourd'hui. Et donc, tout mon parcours, initialement, a été tourné autour du recrutement. Le tout premier stage que j'ai fait était en recrutement. C'était il y a plus de 6 ans chez Sigfox, qui est une startup basée à Toulouse, qui depuis est tombée en faillite, s'est fait racheter. Bref, sombre histoire. Et les 6 années que j'ai passées, en fait, j'ai toujours eu du recrutement dans mes jobs. Donc, j'ai fait 7 entreprises en 6 ans avant de me lancer à mon compte. C'est pas une bonne chose, je ne vous le recommande pas. Mais je me suis rendu compte que du coup, peu importe le domaine, peu importe la boîte, peu importe qui tu recrutes, peu importe le pays, souvent le recrutement était mal fait par beaucoup de boîtes. Et je me suis dit, on va changer ça. Ça sert à rien d'avoir les outils les plus shiny du monde. En fait, si on n'a pas les bonnes méthodes et la bonne approche, la bonne stratégie. Et donc aujourd'hui, c'est le gros de mon quotidien, c'est de former des gens au recrutement, sachant que initialement, j'étais pas forcément fait pour faire ça, vu que moi, mon parcours initialement, c'est du droit. Donc on est un peu éloigné du recrutement quand même quand on fait du droit initialement. Et je suis passé en RH, puis je suis arrivé en recrutement. Et aujourd'hui, du coup, je sors du monde salariat pour être entrepreneur depuis le début d'année 2022. Et c'est vraiment un plaisir de passer mes journées entières à parler recrutement à des gens et à les voir faire mieux jour après jour. Merci beaucoup. Et justement, je trouve hyper intéressant aussi parce que du coup, tu vas avoir l'approche du recrutement, mais aussi du côté, qu'est-ce qu'on peut apporter aujourd'hui de plus pour pouvoir améliorer le recrutement. Et ça vaut aussi du coup pour les personnes qui recherchent un emploi, comment s'adapter justement à ces changements dans le recrutement. Donc, c'est top, trop bien. Et la première question pour un champion,
Oui, on voit que je suis vieille à ce moment-là. Donc, Mais non, c'est encore d'actualité, Question pour champion. Bon, il n'y a plus Julien Lepers, mais ça reste très bien. voilà, il est déjà plus là, mon Dieu. Donc, qu'est-ce que tu penses, justement, toi, en tant qu'ex-recruteur, puis aujourd'hui formateur, des personnes qui sont en reconversion professionnelle? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui, parce que pour être très franche, aujourd'hui, les personnes qui sont en reconversion professionnelle ont de la difficulté à se différencier par rapport à des gens qui correspondent au profil un peu parfait. Alors toi, quel est ton avis là-dessus? Alors, t'as deux choses. Le disclaimer, c'est que malheureusement, le gros des recruteurs et des recruteuses, en fait, vont écarter les personnes en reconversion. Pourquoi? Pas parce qu'elles sont méchantes, c'est parce qu'elles n'ont pas envie de le faire, mais parce que derrière, les gens qui décident en recrutement, c'est pas les recruteurs et les recruteuses, ni les RH. Souvent, les gens qui décident, c'est les gens qui sont à l'initiative du besoin. Donc, les hiring managers qu'on appelle, par exemple, quelqu'un qui va gérer le service finance ou le service marketing, qui va gérer la partie commerciale. Et ces personnes-là, du coup, évidemment, parce que quand tu gères une équipe, tu veux prendre le moins de risques possible, vont aller prendre des gens qui ont plus d'expérience. Donc le premier disclaimer que j'avais envie de faire, c'est que il faut pas pour le coup taper sur les recruteurs qui, eux, font de leur mieux, mais qui souvent ont des impératifs autres via du coup leurs clients internes qui sont les hiring managers. Maintenant, donc moi, qu'est-ce que je pense des profils en reconversion? Pour plein de raisons, en fait, c'est des profils qui sont plus intéressants des fois que des profils qui ne sont pas en reconversion. En gros, un profil classique qui va avoir, je sais pas, un développeur qui aura fait une école d'ingénieur, qui du coup aura appris à bien coder, etc., qui aura fait des stages, puis une première expérience en développement. Bah du coup, c'est facile. C'est presque, je dirais, trop lisse et pas drôle, parce que du coup, les gens, en fait, on sait qu'ils vont faire le boulot, qu'ils vont pas nécessairement être bons dans leur job, mais c'est tout. L'avantage des profils en reconversion, je dirais, tu as deux choses. Première chose, ils vont amener des compétences transférables. Donc, admettons, je suis commercial et je deviens développeur, je deviens recruteur, bah, je vais potentiellement être meilleur dans les messages d'approche, être meilleur dans les séquences, être meilleur dans le pitch qu'un recruteur qui sort d'une formation RH. Pourquoi? Parce qu'en tant que commercial, du coup, tu auras maîtrisé en fait ces compétences-là. Et donc la première chose, c'est que les reconvertis vont amener des compétences transférables. Ça, du coup, c'est dingue et c'est souvent oublié par les recruteurs et les recruteuses qui font pas attention à ça. Ou alors, qui en empêchent de le faire parce que leurs hiring managers sont méchants et refusent. Deuxième chose, c'est souvent des profils qui sont tellement du coup discriminés en leur recherche de job, comme les juniors et comme les seniors et comme plein d'autres gens qui cherchent des jobs, que du coup, si tu veux, quand tu leur donnes leur chance, ils vont être tellement contents que tu leur as donné une chance qu'ils vont faire 1000 fois plus que quelqu'un qui du coup, bah en fait, c'est bon, j'ai fait HEC tranquillou, j'ai une expérience dans une grosse boîte, je sais ce que je vaux. Quelqu'un qui est en reconversion aura à qui tu donneras une chance d'entrer dans ta boîte, ils vont se donner beaucoup plus. Et ça, c'est vraiment le deuxième avantage. Donc, un, compétences transférables, et deux, des gens qui ont beaucoup plus de flammes, de feu, d'énergie, de choses à faire. Merci, c'est un super exemple. Puis ça fait le lien en plus avec un article que j'ai publié, enfin un article, un post hier sur ma propre reconversion. Mhm. Et alors pour le coup, j'avais pas du tout le profil parfait. Je suis passée de commercial à conseillère en insertion professionnelle, formatrice d'adultes, lorsque j'étais enceinte. Donc autant te dire que ça a Pas été, cumulé. ouais voilà, j'avais pas du tout un profil où on avait envie de miser sur moi parce que justement ils savaient d'office que j'allais avoir un congé mat. Donc, je trouve hyper intéressant aussi sur le côté mindset de la reconversion, parce que pour le coup, et là, c'est reconversion plus le super pouvoir d'avoir un gros bidou, puis d'avoir une espèce d'ascension, de mutation qui te demande aussi de muter ta vie. Donc, souvent, enfin, ça, tu me donneras peut-être ton opinion aussi là-dessus, mais il y a le côté peur d'engager quelqu'un qui a un enfant. Et Mhm. pourtant, et pourtant, en tant que maman, on a envie de déplacer des montagnes, on a besoin d'un job, on a besoin d'une sécurité. Donc, autant dire que on va aussi beaucoup, beaucoup donner pour pouvoir justement sécuriser le terrain et donner son maximum. Bien sûr. Et du coup aussi, j'avais une belle question à te poser. Avec toutes les expériences que tu as eues en recrutement, est-ce que tu as un recrutement là dont tu aimerais parler, qui t'a marqué Lié à la reconversion ou en général? en général? Euh, Alors, j'en ai plusieurs qui me viennent. J'en ai un qui est lié à la conversion dont on parlait un peu tout à l'heure, vite fait en intro, alors qui n'est pas un recrutement que j'ai fait moi, mais duquel je suis, je dirais, à l'initiative du succès derrière. Et un deuxième, j'en donnerai un qui m'a marqué, qui est aussi lié à quelqu'un à qui on a donné
on donnait pas sa chance au début et finalement qu'il l'a fait. Donc, premier exemple, c'était pour un client pour qui j'ai travaillé cette année, en 2022. On avait du coup, c'était un job de recruteur et initialement, le brief, c'était entre 3 et 5 ans d'expérience minimum. Du coup, parmi les gens que j'ai chassés, parmi les gens qu'on postulait, j'avais en phase finale 3 personnes. Donc, 2 personnes qui correspondaient, une personne qui était à 5 ans d'expérience, une qui avait un peu plus, qui était à 7 ou 8, et quelqu'un qui avait 6 mois d'expérience. Et là, tu te demandes comment est-ce qu'elle est arrivée là, alors que c'est pas logique. En fait, dans le process, du coup, contrairement à ce que faisait la boîte avant que je les aide, ils n'utilisaient pas l'entretien structuré. Du coup, moi, j'ai mis en place cette méthode qui, grosso modo, c'est poser les mêmes questions dans l'ordre à tous les candidats et toutes les candidates et ne pas faire d'impasse sur une ou l'autre. Et du coup, l'avantage, c'est que c'est objectif. Donc, tu poses une question et tu auras des réponses et par rapport à la réponse qui est donnée, a posteriori de l'entretien, tu vas aller évaluer ça. Et donc, si tu veux, l'entretien structuré permet de pas discriminer par rapport au parcours, mais d'être uniquement objectif parce que tu prends en compte que la réponse donnée à ta question. Et donc, sur cette évaluation que j'ai faite, sur les vingtaines de personnes que j'ai eues en entretien où j'ai fait cet entretien structuré, la meilleure réponse à toutes les questions quasiment était donnée par cette personne qui avait 6 mois d'expérience. Donc, du haut de ces petits 6 mois par rapport à quelqu'un qui en avait 5 ou 8 ans, elle a donné des meilleures réponses que des recruteurs et des recruteuses seniors. Et du coup, elle a eu la chance d'arriver en fin de process. Finalement, l'entreprise a voulu se rassurer et prendre une des autres personnes qui était arrivée en shortlist, ce qu'on peut comprendre parce qu'ils avaient le choix entre 3 personnes. Mais du coup, tout de suite, hop, j'ai pris cette personne-là et j'ai appelé une de mes amies du coup qui est RH et qui cherchait une recruteuse, qui cherchait aussi quelqu'un de senior. Mais du coup, je lui ai dit non, prends cette personne-là, regarde sur les questions, elle a répondu mieux que des personnes seniors, donc donne-lui sa chance. Elle a donné sa chance. 1 mois, 2 mois d'onboarding, du coup, un peu long pour prendre les choses. Et aujourd'hui, elle surperforme, alors que sur le papier, elle méritait ni le premier job, ni le second, parce que les briefs étaient des jobs seniors. Et du coup, je suis super content que quelqu'un qui était en reconversion et junior ait réussi à damer le pion à des gens qui sont plus seniors et issus de parcours plus classiques. Donc, première chose. Et la deuxième, je vais être plus courte sur cet exemple, plus court sur cet Alors attends, exemple-là. avant le deuxième, du Ouais. coup, j'ai une petite question pour rebondir sur ce que tu dis. Ce qui est trop chouette déjà, d'une part, c'est bravo à toi parce que tu as en fait, tu as aussi mis en place ton propre réseau. Et Mm, pour cette personne, c'est aussi prendre conscience que oui, elle a passé un entretien, mais grâce à toi, ben, tu as pu déjà lui créer une autre opportunité avec ton réseau. Donc, en fait, quand vous passez un entretien, ceux qui nous écoutent, sachez que vous allez aussi faire la connaissance de quelqu'un et entrer potentiellement dans son réseau, ce qui est créateur d'opportunités professionnelles. Donc voilà, ça c'était important pour moi de le rebondir là-dessus. Et par rapport aux questions, parce que c'est vrai que c'est aussi abordé par exemple dans les entretiens mm, d'embauche, mm. tu parles de bah, voilà, poser des bonnes questions, etc. Et enfin voilà, comment les rechercheurs d'emploi peuvent se préparer à ces fameuses questions? Elles abordent quoi ces questions? Ouais, alors souvent du coup, le gros d'entreprises ne sont pas formés malheureusement à l'entretien structuré, donc du coup souvent c'est des questions un peu classiques que là on va trouver partout sur Internet. Je dirais 2 choses. Un, c'est aller voir sur Glassdoor. Il y a des rubriques du coup entretien où du coup on peut aller voir les questions types qui sont posées. Et donc oui, alors si on cible notre boîte, admettons, je sais pas, tu veux aller travailler chez Coca-Cola, tu auras une ribambelle de questions posées en entretien. Par contre, si c'est une boîte un peu moins connue, genre une PME en province, tu n'auras pas forcément autant de questions. Mais en revanche, du coup, en regardant des boîtes similaires qui du coup sont sur Glassdoor, tu pourras du coup voir en fait ce qui existe comme question et ce qu'on pourra potentiellement te poser. Deuxième chose, faut se préparer aux questions un peu bateau. Même si c'est nul, il y aura plein de gens qui vont poser des questions sur les qualités, sur les défauts, sur. Mais Stéphie, pouvez-vous me raconter votre plus gros échec? Il y aura ces questions-là qui seront posées, des questions qui n'ont absolument aucun sens, qui n'aident à pas grand-chose. Mais du coup, il faut se préparer parce que les recruteurs et recruteuses ne sont pas aujourd'hui tous formés et toutes formées. Et donc, il y en a qui vont poser des questions comme ça. Donc, faut être prêt aux questions spécifiques à l'entreprise qu'on trouve sur Glassdoor. Faut être prêt aux questions bateau qu'on trouve partout. Et on peut aussi du coup se préparer donc aux questions qui entre guillemets sont des bonnes questions qui ont été préparées. Donc, on a des questions comportementales et situationnelles. Donc, c'est les fameuses, par exemple, parle-moi d'une expérience où ça ne se passait pas comme prévu. Comment tu as réagi? Et ça pourrait être l'inverse, ça va être par exemple, du coup, demain, si je te donne, je sais pas, 1000 euros de budget pour faire une campagne marketing, ce qui est pas beaucoup, qu'est-ce que tu fais, comment, pourquoi? Et du coup, donc, c'est des questions qui sont des vraies questions basées sur vraiment les expériences. Et soit c'est basé sur le passé, ce qui est les questions les plus efficaces, parce que c'est impossible de mentir sur son passé, ou alors il faut être vraiment fort. Et donc, des questions sur le passé, ou alors sur le futur. Donc, qu'est-ce que tu ferais si? Et ces questions-là, elles sont intéressantes. Et là-dessus, le meilleur framework de réponse, c'est la méthode STAR, qui est utilisée
par les personnes qui gèrent bien l'entretien structuré. Donc, il y a plein d'articles sur Star que tu pourras mettre notamment en commentaire du podcast sur comment tu réponds. Donc, c'est sur la situation. Donc, c'était quoi la tâche, qu'est-ce que j'avais à faire, l'action que j'ai prise pour du coup changer les choses et le résultat qui est lié à ça. Donc, la méthode STAR, en théorie, est utilisée pour évaluer justement ces questions que tu poses en Ok. entretien structuré. Et donc, les trois manières de se préparer, c'est un, se préparer du coup donc sur les questions bateau, deux, se préparer sur les questions propres à l'entreprise via Glassdoor, et trois, les questions basées sur vraiment notre expérience, soit sur le passé, ce qu'on a pu mettre en place, soit sur demain. Et donc, en fait, s'assurer qu'on ait bien, par exemple, les datas. Typiquement, des bons recruteurs, recruteuses poseront des questions sur, bah, ok, c'était quoi le nombre moyen, par exemple, je sais pas, de postes que tu écrivais pour ta boîte en tant que content manager, et c'était quoi le reach moyen, c'était quoi le taux d'engagement moyen. Et ça, si tu le sais pas, tu pourras pas l'inventer en cours de route. Et donc, c'est bien de toujours avoir ces données, d'avoir des exemples concrets à donner. Et du coup, on arrive serein en entretien. Ah, c'est top. Bah, ça en revient aussi à l'épisode de Laura Pedro. Je sais pas si tu l'as écouté, mais justement, elle parle aussi des questions. Et pour la petite histoire, elle aussi, même en tant que recruteuse, bah, elle se prépare aux questions. Donc, c'est intéressant de refaire le lien aussi avec l'importance des questions. Mais ce que j'adore dans ce que tu dis, c'est qu'effectivement, en fait, si je comprends bien, un bon recruteur va aussi poser des questions sur l'expérience passée, mais sur, en fait, presque des mises en situation futures, ce Exactement. qui est presque, en tout cas à mes yeux, plus concret et plus intéressant pour évaluer en Bien fait sûr. quelqu'un. Mm, mm. Et plus efficace au final, et surtout c'est moins discriminant. Tu vois là sur les profils en converti, t'es sur un des profils, enfin ça fait partie des personnes qui sont discriminées en cherchant un job, et du coup bah là l'avantage de ces questions-là c'est qu'elles sont pas discriminantes. Donc que tu sois junior, senior, français, pas français, avec diplôme, sans diplôme, ce que tu veux en reconversion ou pas, en fait ce qui comptera c'est juste ta réponse. Et là-dessus, quand tu veux vraiment aller encore plus loin, et en fait j'ai même envie de dire l'entretien structuré fonctionne si et seulement si tu as préparé des bonnes réponses. Donc toi, en tant que recruteur, tu sais ce qui est une bonne réponse. Et du coup, l'avantage, c'est que tu as juste besoin de prendre des notes de ce que dit la personne. Et à la fin de l'entretien, tu compares les réponses données avec tes réponses qui sont selon toi des bonnes réponses. Et du coup, là, tu peux faire ton évaluation, je sais pas, de 1 à 5 sur ce qu'a dit la personne. Mm. Et pas en cours de route. Et pas à au doigt mouillé. C'est top. Merci beaucoup pour ce premier exemple. Et alors le deuxième. Oui, deuxième. Donc, c'était du coup chez Choco. Et là, c'était une personne qui, en fait, on avait un process en 4 étapes. Et la règle était, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute, que je déteste comme règle. Et en gros, c'était dès que quelqu'un avait un doute, on arrêtait le process. Donc, je fais le premier entretien. Pour moi, ça fait depuis 3-4 mois qu'on cherchait à staffer ce poste-là, qui était un poste assez compliqué. Et la personne était vraiment parfaite. Donc, d'un point de vue objectif, elle cochait toutes les cases. Et elle avait surtout un potentiel de dingue que j'avais réussi à déceler. Deuxième entretien, la personne avait un gros doute et donc elle était là, bah non, c'est un no-go pour moi. Je fais oui, mais en fait, t'as pas vu ça, ça, ça et ça, et est-ce que tu prends en compte ça, 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 ça? Bon, ok, t'as raison, tentons. Troisième entretien, même réaction. Ah, j'ai un doute, je suis vraiment pas sûr. Et donc l'autre personne qui a fait l'évaluation était d'accord avec le deuxième en mode on va arrêter. Et je fais non, mais vraiment, j'insiste, donne-lui sa chance, tu verras, elle va être dingue. Quatrième entretien qui était le CEO, c'était un no-go. Et les no-go du CEO, en théorie, 100% des temps étaient des no-go définitifs. Et à force de persuasion et de beaucoup de diplomatie, je lui dis, OK, tu sais quoi? Tentons, au pire, il y a une période d'essai, au pire, on arrêtera, et si ça marche pas, je prends sur moi, ça sera de ma faute, c'est moi qui ai mal évalué si ça marche pas. Et donc, on avait 3 personnes qui étaient contre et moi qui étais pour. Je me dis, vraiment, allons-y, tentons. Et donc, on a tenté. Les 2-3 premiers mois, il y avait toujours ce doute initial parce que les gens ont un biais d'ancrage qui est, ça peut mal s'est passé, donc ils l'ont évalué par rapport à ça. Au bout de 3 mois, elle a surperformé. Au bout de 6 mois, c'était la meilleure performeuse de son pays. Et au bout du coup d'un an, on l'a promue pour devenir la boss de l'équipe qu'elle a rejoint. Et là, aujourd'hui, elle est encore présente. Et en fait, en gros, elle était account manager. Et donc, elle est devenue lead account manager de son pays au bout d'un an. Et 1 an et demi, donc du coup 6 mois plus tard, elle a pris le rôle de lead account manager au niveau de l'Europe. Et aujourd'hui, elle gère ça au niveau mondial. Donc, en gros, elle a fait une progression spectaculaire parce que en fait, elle était juste dingue. Mais les gens, au début, n'y croyaient pas. Et donc, des fois, il faut se battre. Pas tout le temps, il faut choisir ses batailles. Si on se bat chaque fois, ça marche pas. Mais quand vraiment on se dit cette personne-là va être une pépite, il faut être prêt à se battre. Et justement, pour ces pépites, tu parlais tout à l'heure de compétences transférables, et c'est vrai que je le vois aussi en accompagnant les personnes pour chercher un job. D'après toi, quels conseils tu pourrais donner à ces pépites pour aider aussi les recruteurs? Parce que tous les recruteurs, malheureusement, ne sont pas autant capables, honnêtement, de surtout déjà d'identifier ces compétences et en plus de les défendre, en fait. Donc, ça fait un peu deux super pouvoirs. Donc, quelque part, comment on peut aider ces pépites à exploiter et à mettre en avant en Mhm. fait ses compétences. Ouais.
Alors sur l'évaluation, déjà faut arriver à déceler par exemple via l'annonce ce qui va être évalué. Et du coup par rapport à ça, se préparer à des compétences particulières qui vont être évaluées, à des données qui vont être demandées, et se dire que en théorie les gens qui vont faire les entretiens sauront ça, et donc se préparer par rapport. Enfin, faut arriver à lire, à faire du X-ray un peu de sa fiche de poste et se dire c'est quoi les mots vraiment importants, sur quoi les gens ont insisté, même si des fois il y a pas grand-chose et c'est un peu fouillis. Faut arriver quand même à deviner ça. Deuxième chose, du coup, souvent les gens vont avoir des compétences un peu qui vont aller voir partout. Et donc, typiquement, des choses comme la curiosité, tout le monde va vouloir chercher ça. Même si, dans l'absolu, on peut se dire que ça veut rien dire, beaucoup de gens vont se dire, ah ouais, non, mais il est pas curieux ou elle est pas curieuse, ça marchera pas. En fait, il y a des choses qui sont un peu du coup, en anglais, on dit des evergreen skills. Donc, c'est du coup les compétences qui sont tout le temps présentes. Evergreen, un contenu evergreen, c'est un contenu, tu le fais aujourd'hui, c'est un podcast qui, dans 20 ans, tu l'écoutes, il sera encore d'actualité. Parce que du coup, il parle pas, je sais pas, d'un outil en particulier, il n'y a pas de dates qui sont citées, etc. C'est vraiment quelque chose qui est sans durée de vie. Et donc là-dessus, il y a 6 compétences qui sont intéressantes parce qu'elles sont liées à une étude de LinkedIn sur les compétences qui amènent à du potentiel. Et du coup, il y a 6 compétences que LinkedIn dresse comme des compétences qui sont valables dans tous les jobs, dans tous les pays, peu importe du coup l'âge de la personne. Tu as l'adaptabilité. Donc, savoir en tant que candidat démontrer ça. Le culture add, en quoi tu vas ajouter de la valeur à ta boîte. La collaboration, donc comment tu travailles avec tes pairs, ça te paraît assez logique. Le leadership, et au vrai sens leadership, pas au sens charisme, tu vois, avec un biais qui est un leader masculin de 45 ans, blanc, genre Steve Jobs, tu vois, qui en fait au final est un leader dégueulasse. Cinquième chose, c'est le potentiel de croissance. Donc, à quel point est-ce que tu as envie d'apprendre des choses tous les jours. Et 6, c'est la priorisation. Donc, comment au quotidien tu gères tes tâches. Ces six choses-là, du coup, c'est ce qui est reconnu comme du potentiel selon une étude de LinkedIn sur plein de managers. En gros, c'est plein de managers dans tous les pays qui ont dit, moi, je cherche ça parmi les gens qui rejoignent mon équipe. Et donc, si tu arrives à démontrer adaptabilité, culture aide, collaboration, leadership, potentiel de croissance et priorisation, et si tu prépares des réponses faites à ça et des exemples concrets de comment tu mets ça en place, là, du coup, tu peux en théorie gagner des points sur les autres. Oh bien, merci. C'est de l'or tout ce que tu apportes. Merci beaucoup. Puis c'est concret, quoi. Merci énormément. Est-ce qu'il y en aurait peut-être un autre, par exemple, entretien d'embauche qui t'a Mhm. marqué? Alors, des fois, je pose la question, ça peut être un entretien drôle, ça peut être, selon toi, le pire entretien que t'es accompagné ou que toi, t'es vécu aussi en tant que candidat. Mhm. Qu'est-ce que tu aurais envie de partager avec nous? Euh, Il y en a un, je pense, qui coche toutes les cases de ce qu'il faut pas faire, que j'ai eu moi en tant que candidat. Il me semble, je sais plus si on a déjà parlé de celui-là à quelqu'un, mais bref. Je ne citais pas l'entreprise, évidemment, parce que ça serait méchant de faire ça. Mais donc, il y a plusieurs choses. De un, c'était via un cabinet. Donc, du coup, c'était pas la boîte elle-même qui m'a. Donc, j'ai été chassé pour un job. Le premier entretien était à la Défense. Pas toi, mais moi, j'aime. C'est pas forcément une joie d'aller à la Défense au 37e étage de la tour de ce cabinet-là pour faire l'entretien. Donc, première chose, c'est là où tu fais OK, fine. La personne qui arrive en retard, on me demande pas si j'ai envie de boire quoi que ce soit, alors que c'était un jour de canicule, donc je mourais de chaud et bon, tu vas me dire, c'est ma bêtise, mais j'avais pas d'eau sur moi. Je me suis dit, bah, ils vont m'en offrir, tu vois. Et donc, j'ai dû aller, moi, demander, chercher dans les locaux où est-ce que c'était. La personne qui arrive en retard, ça dure 10-20 minutes en mode, ouais, c'est bon, t'inquiète, t'as tout ce qu'il faut, on t'envoie un entretien avec le client. Ok, bah très bien, mais dans ce cas-là, tu aurais pu pas me faire venir en fait, c'est pour me dire que tout allait bien. Donc première étape, hyper négative. Deuxième chose, j'arrive du coup chez les clients, on m'a fait attendre 40 minutes. 40 minutes, t'imagines ce que c'est 40 minutes d'attente et c'était sur un Ouais. siège un peu bidon à l'entrée qui était pas confortable. Et donc au bout de 40 minutes, et ce qui était cocasse, c'est que je me suis dit bah tiens c'est marrant. En fait la personne qui allait me recevoir était tout ce temps-là en fait en face de moi sur l'open space. Donc en gros elle était là, elle savait que j'étais là et elle était OK pour travailler sur son ordinateur pendant 40 minutes avant de me recevoir. Donc elle était là genre OK, on est plutôt pas mal. Donc on fait ce premier entretien. C'était censé être un CDI avec un salaire qui me correspondait parce qu'on m'avait demandé mon salaire et on m'a dit oui ça ira. Et donc on m'annonce en cours de route que finalement c'est un CDD, remplacement de congé mat, qui durera du coup 6 mois. Et c'est payé, bah en fait, ouais, on t'a dit ça, mais non, clairement, on te paiera beaucoup moins. On te paiera du coup tant. En gros, à l'époque, j'ai plus d'ordre de grandeur, mais je devais demander genre un truc genre 40K. Et on m'a dit non, tu seras sur du 29-30. Mais bon, t'inquiète, s'il y a un bonus, si à la fin du CDD, tu arrives, tu auras peut-être 1 ou 2K en plus. Oui, mais je fais dans tous les cas, enfin, pourquoi je quitterais un CDI qui me convient pour aller sur un CDD où je gagne moins dans une job qui me maltraite, tu vois, genre. Et en fait, il y a rien qui allait. Le retard, le mensonge sur le type de job, le mensonge sur le salaire. Et la personne me disait, ouais, alors du coup, c'est un job de recruteur, mais on aura quand même 50-50 recrutement, 50-50 RH. Du coup,
Enfin, il y a rien qui va en fait. Et du coup, à ce moment, je lui dis, mais en fait, c'est absolument pas ce qu'on m'a dit. Et du coup, bah, je vais partir parce que ça me correspond pas. Et elle fait, non, 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 vraiment, reste. Enfin, c'est important. On n'arrive vraiment pas à trouver les candidats. Et donc, on est passé en mode pleurs, tu vois, genre, bref, enfin, pas pleurs, mais c'était détresse, tu vois. Non, vraiment, on n'arrive pas à trouver. Mais je fais, du coup, si vous n'arrivez pas à trouver, commencez par ne pas mentir, par arriver à l'heure, par poser des bonnes questions, par ne pas mentir sur le salaire. Enfin, bref, on cochait toutes les cases de ce qu'il ne faut pas faire en entretien. Et du coup, j'ai eu une expérience très négative. Et ce qui se passe quand tu as l'expérience négative, c'est que du coup, tu en parles autour de toi. Et du coup, un candidat souvent insatisfait, on te dit qu'il en parle à peu près à 10 en moyenne. Je sais plus, c'est 8 ou 10. Et c'est énorme, tu vois. Et donc, bah, moi, les gens, cette boîte, elle est câblée pour toujours comme pire expérience entretien recrutement de ma vie. Et donc, bah, j'aime pas en parler positivement, quoi. Et bah dis donc, tu vas pas encore plus aimer la défense avec tout ça. Ouais, grave. Après, l'entretien, pour le coup, le second entretien, c'était pas à la Défense. C'était dans le 9e. Donc, ça allait, c'était à côté de chez moi. Mais non, en effet, il y a trop de choses qui n'allaient pas, quoi. Ah, c'est super intéressant aussi de voir. Mais quand tu racontes ça, je crois qu'en plus, tu m'avais déjà expliqué tout ça la première fois. Mais en fait, ça paraît tellement fou. Et Ouais. pour les personnes, des fois, qui se disent, mais c'est pas possible, il y a des tests, on se dit, ils vont nous piéger, Ah non, non. etc. Non, non, ça existe, en fait. Ok. Ouais, ça existe et c'est juste que juste les gens en fait ils s'en rendent pas compte et où ils sont sous l'eau. Enfin, en fait, il y a aussi des fois des raisons qui sont entre guillemets des raisons où ils font pas exprès. Typiquement, t'en as qui vont être tellement ils vont tellement de boulot qu'ils ont pas le temps et on leur colle des entretiens, ils n'ont pas forcément prévu. Et du coup, c'est là où tu vois, je trouve que bah là le cabinet a été inutile parce que un bon cabinet aurait prévu ça. Tu vois, aurait fait en sorte de dire bah en fait limite je viens avec toi dans les bureaux et en fait je vais sonner la personne, tu vois, pour qu'elle vienne te voir. Et c'est là où du coup le rôle des cabinets de recrutement sont censés être dans l'accompagnement et des candidats et des entreprises. Or là, ils étaient ni dans l'un ni dans l'autre. Ah ouais, ah, ça, c'est hyper intéressant. Mais assez fou quand même, mais hyper intéressant. Ouais. Alors, j'avais aussi une question par rapport justement aux conseils concrets. Bon, bah, t'en as déjà Mhm. apporté, donc c'est top. Est-ce que t'en Mhm. aurais d'autres pour préparer un entretien d'embauche? Sur l'entretien lui-même Ouais. ou la recherche de job sur l'entretien, je dirais être super renseigné sur la boîte et sur la personne. Ça paraît tout bête, hein, mais il y a tellement de gens qui ne le font pas. Et surtout, en fait, ne pas aller juste voir les choses classiques. Donc, tu vas pas juste voir l'annonce et le site carrière, sinon déjà, tu n'auras pas grand-chose parce que les gens font peu d'efforts de copywriting sur les annonces et sites carrière, donc il n'y a pas grand-chose à savoir. Mais tu vas aller voir, par exemple, sur LinkedIn, c'est quoi les collègues des gens qu'on va rencontrer, qu'est-ce qu'ils racontent, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils partagent, qu'est-ce qu'ils like. Et donc, du coup, se dire, OK, c'est quoi un petit peu sur quoi je suis tombé. Aller voir s'il y a une boîte, par exemple, en B2C, il y a forcément des reviews consommateurs, consommatrices qui sont sur Trustpilot et ce genre de choses. Donc, est-ce que la boîte a une bonne image auprès de ses clients? Aussi, du coup, bon, ce côté renseignement est important. Ensuite, savoir les basiques. Donc, tu vois, se présenter efficacement. Toujours avoir, évidemment, son elevator pitch avoir une version 30 secondes, 3 minutes et plus, s'il le faut, de se présenter de manière structurée et claire. Et chaque prise de parole, s'assurer, donc c'est, je dirais, le troisième conseil, chaque prise de parole, s'assurer d'être hyper structuré. Donc, tu vois, tu dis, bah, je vais parler de ça, puis de ça, puis de ça. Premièrement, tac, 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 tac. Deuxièmement, tac, 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 tac. Troisièmement, non, 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 non. Et tu vas défiler. Et ça, du coup, c'est hyper efficace parce que souvent, les gens perdent de structure. Et donc, ils se lancent dans un discours. Et en fait, on sait plus où on en est, pourquoi les gens disent ça. Et ce qui est bien, c'est à la fin de récapituler. Donc, tu vois, là, je suis en train de le faire en méta. Donc, du coup, de récapituler ce que tu viens de dire. Donc, du coup, bah, un, se renseigner. Deux, du coup, être prêt avec, du coup, une présentation efficace. Et trois, être structuré quand on parle. Et quand tu fais ça, du coup, donc intro, je vais dire ça, tac, 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 je dépile, et conclusion, je dis ça, ça, ça et ça, les gens, en fait, soit ils retiennent le début, soit ils retiennent le milieu, soit ils retiennent la fin, mais dans tous les cas, ils retiennent un truc. Alors que si tu pars dans tous les sens, personne t'écoute. Et pareil, dans les recherches d'emploi, là, du coup, au sens large, dans la Ouais, démarche, est-ce que tu as trois conseils clés à donner? ouais. Là-dessus, alors je vais pas être original parce que c'est des conseils que je donne souvent, mais en fait, il faut faire ça pour que ça marche. La première, c'est vraiment savoir ce qu'on veut. Il y a tellement de gens qui se lancent dans la recherche de job sans vraiment savoir ce qu'ils veulent. En plus, on est dans un monde complètement what the fuck, complètement fucked up où tout part à l'envers. Et donc, c'est très compliqué de savoir ce qu'on veut vraiment. Mais du coup, tant qu'on sait pas vraiment ça, c'est dur de trouver un job. En tout cas, on trouvera pas le job qui nous convient. On va pas être efficace forcément dans ce qu'on va faire. Et du coup, c'est dommage parce que si tu veux, quelqu'un qui est passionné par ce qu'il fait, qui sait ce qu'il a envie de faire, qui va vraiment, ça va jaillir, tu vois, ça va luire. Genre les gens vont briller quand ils vont en parler. Tu te dis, ok, je sais que cette personne-là est au bon endroit, au bon moment, et elle veut ce job-là. Par contre, si du coup t'es pas trop sûr et la pire réponse, tu vois, c'est des gens souvent qui sont jeunes diplômés et du coup bah qui savent pas forcément que c'est une mauvaise chose, qui vont te dire ouais moi je suis ok pour du marketing, mais bon aussi de la finance et puis aussi des RH, enfin aussi du commercial. Mais en fait tout me va. Bah oui, mais du coup si tout te va, rien te va en fait. Tu vois, c'est le truc. Faut vraiment savoir avoir un angle avoir un angle précis. Donc première chose, savoir vraiment ce qu'on veut.
Deuxième chose, mettre en avant cette différence. Souvent, on donne les compétences, enfin, on dit l'inverse, on dit rentre dans le moule, fais un CV sur une page, présente-toi de manière normale, mets un petit costume, peut-être, peut-être. Non, en fait, moi, mon conseil, c'est l'inverse. Si tu dois Enfin, si tu dois te travestir et être qui tu n'es pas, et du coup n'avoir des vêtements qui ne sont pas les tiens en entretien, si tu dois parler avec un ton qui n'est pas le tien, si tu dois dire des choses qui ne sont pas ce que tu penses, ça, tu seras pas l'enfant dans l'entreprise. Il faut vraiment arriver à assumer sa différence, et on a tous quelque chose qui nous différencie, que ce soit notre parcours pro, nos expériences de vie, nos expériences académiques, notre extra scolaire, extra professionnel. Tu vois, genre, est-ce que tu as créé une asso? Est-ce que du coup tu es engagé auprès de différentes personnes? En fait, on a forcément des choses qui nous différencient. Et ça, c'est à mettre en avant et pas à mettre en retrait. Et la troisième chose, c'est comme le sport, c'est se créer une routine. Si tu crées pas de routine, la recherche de job, elle sera catastrophique. Par contre, tu vas se dire, toutes les semaines, je vais postuler à 3 boîtes, je vais me renseigner sur 3 autres auxquelles je postulerai peut-être la semaine prochaine, je vais parler à 3 personnes qui peuvent m'aider dans ma recherche de job et je vais, je sais pas, créer un contenu dans la semaine. Si tu te fais du coup des objectifs, atteignable et pas du coup je postulais à 46 000 boîtes par semaine. Si du coup tu as des objectifs atteignables et que tu t'y tiens semaine après semaine, à la fin ça va forcément marcher. Si du coup tu sais ce que tu veux, si du coup tu montes tes différences et que et que tu as des rituels et que tu ritualises ta recherche de job, ces 3 choses combinées, c'est impossible de pas trouver de job. Ouais, c'est top. Bah ça, on revient en plus, bah tu vois, moi j'accompagnais à la base à la recherche d'emploi, mais c'est pour ça que je me Mhm, suis formée à l'orientation et la mhm. reconversion parce que c'est pas possible d'accompagner. Il y a un tas de personnes qui cherchent un job parce qu'ils doivent payer une facture, mais du coup où ils y trouvent plus de sens, ils savent pas Bien sûr. répondre à la fameuse question d'entretien d'embauche. Mais pourquoi notre entreprise? Ouais. Pourquoi ce métier? Et puis j'ai l'impression que des fois c'est vraiment ah oui, c'est une bonne question. Pourquoi en fait je veux faire ce travail? Mm, Mais il mm, faut mm, pas mm, mm. attendre d'être à l'entretien pour répondre à cette question. Donc, c'est quand même mieux de faire le chemin inverse, de prendre le temps de se connaître. Et puis, du coup, ben, ça donne aussi l'énergie de savoir ce qu'on veut pour faire cette fameuse routine et connaître Ouais. son diamant. Ben, ça permet de le faire briller. Si on a l'impression de se prendre pour un caillou, ben, on va se valoriser comme un caillou. Donc, ça va être tendu. Et bon, bah, top, super intéressant. Je voulais aussi te poser la question sur les méthodes de recrutement, justement, parce que Mhm. je pose cette question parce que les méthodes de recrutement évoluent et j'imagine aussi que pour rechercher un emploi, il est possible que les choses changent. Donc, selon toi, comment les méthodes de recrutement vont évoluer? Euh, c'est une très bonne question. Je dirais qu'il y a beaucoup déjà de fausses bonnes idées. Il faut faire attention. Tu vois, par exemple, on entend beaucoup de parler depuis déjà un peu plus de 5 ans de l'entretien vidéo différé, par exemple. Tu vois, qui pour moi est une fausse bonne idée parce que c'est discriminant. Vu que du coup c'est extrêmement stressant comme expérience. Tu parles à un robot les gens qui sont plus à l'aise du coup à l'oral vont avoir du coup des avantages par rapport à ceux qui ne le sont pas forcément autant. Alors si ton job nécessite d'être extrêmement bon à l'oral éventuellement et encore. Tu vois, genre, par exemple, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les meilleurs commerciaux sont pas ceux qui parlent le plus, mais ceux qui écoutent le plus. Et du coup, bah, qui dit écouter, dit pas forcément être bon en entretien vidéo structuré. Donc, moi, il y a plein de fausses bonnes idées à écarter. Tu pourrais dire, par exemple, tu vois, genre, le recrutement dans le métaverse. Tu vois, je sais pas si c'est une bonne idée. Quand tu vois que cette semaine, Mark Zuckerberg a annoncé qu'il allait licencier 11 000 personnes chez Meta, parce que du coup, ça marche pas. Bah, tu te dis, bah non, peut-être que du coup, le futur, c'est pas forcément que du pur digital et autres. Tout ce qui est IA, donc intelligence artificielle, clairement, c'est pareil, c'est une mauvaise idée parce que l'IA est basée sur le passé. Et du coup, en gros, une IA va utiliser ce qui s'est passé en termes de réussite et échec passé pour prédire le futur. Et donc, typiquement, bah, en fait, on va dire, ah oui, bah, les gens qui marchent le mieux, ça va être les gens qui ont fait HEC, ça va être les hommes, ça va être les gens qui, du coup, sont de la même nationalité que le pays pour lequel tu recrutes. Et du coup, en fait, l'IA, de base, est discriminante. Tu as les devs qui disent un truc, c'est garbage in, garbage out. Donc, si du coup, tu mets n'importe quoi dans ton IA, il va te ressortir n'importe quoi. Mais at scale. Donc, du coup, c'est encore pire. Au lieu d'avoir, du coup, quelque chose qui marche pas dans ton coin, un truc qui marche pas au global. Donc, en gros, je dirais, la première chose, c'est oublier les fausses bonnes idées. Et il y a plein de choses, si on les maîtrise pas, faut pas le faire. C'est pas parce que c'est shiny, brillant, cool, que ça a l'air moderne, qu'il faut y aller à 400%. Et donc, du coup, ce que je dirais, c'est en fait revenir au basique. Et du coup, se dire, en fait, scientifiquement, qu'est-ce qui marche? Et donc, là-dessus, tu vois, t'as des méta-analyses qui sont faites régulièrement sur les meilleures méthodes d'évaluation. Et t'en avais une, donc, t'as une extrêmement connue, c'est Schmidt and Hunter, qui, du coup, a maintenant, à un bon moment, c'est sur 20-30 ans. Donc, elle est plus à jour du tout. Mais du coup, elle a été réactualisée l'an dernier avec du coup les meilleures méthodes d'évaluation. Et du coup, tu vois, on te dit bah, qu'est-ce qui fonctionne pas. Et c'est Sackett et Zhang qui ont actualisé ça en 2021 en disant, en montrant les meilleures et les pires méthodes. Les pires, par exemple, tu vois, l'âge.
l'âge n'a aucun facteur prédictif. On n'est pas sur du 5, on est sur du 0%. Donc, il y a littéralement zéro impact entre l'âge que tu as et ta performance sur un job. Et donc, du coup, bah, discriminer sur l'âge, ça marche pas. L'expérience, c'est un peu plus, c'est 7%. Donc, du coup, tu vois, tu te dis, l'expérience pro passée sur un job n'est prédictive que de 7, enfin, n'est qu'à 7% prédictive de tes performances futures. Ce qui est ridicule quand tu y penses, tu vois. Et donc, quand on te dit le 3 à 5 ans d'expérience, ça sert à rien. Vraiment à rien. C'est juste se rassurer parce qu'on n'a pas trouvé une meilleure méthode d'évaluer les gens que ça. Et donc, on se dit, bon, sur un malentendu, ça marchera parce que la personne a de l'expérience. Et donc, ça marche pas. Et donc, les trois meilleures méthodes, c'est ce qu'on appelle les tests de raw intelligence, donc les cognitive ability tests. Donc c'est, tu vois, genre pas un test de QI, mais c'est un test comme les GMIT que tu as, tu vois, genre quand tu fais des écoles de commerce par exemple. Donc c'est vraiment un test d'intelligence pure. Ça après c'est compliqué à mettre en place et moi je suis pas forcément fan, mais pour le coup ça fonctionne en termes de prédictif. Deuxième, c'est des échantillons de travail. Donc par exemple, je sais pas, t'es designer, on va te demander ton portfolio. Pour voir comment tu travailles, typiquement. Tes devs, on va te demander des exemples de code et on va aller les regarder. Ou alors, si on l'a pas via le passé, on va t'en faire faire. Donc, tu vois, un cas pratique, ça passe, c'est ça aussi, tu vois, c'est un peu une mise en situation. Et ça, du coup, c'est prédictif à 33%, ce qui est énorme. Et le mieux reste l'entretien structuré, qui aujourd'hui est la meilleure méthode d'évaluation. Si elle est bien, si c'est bien fait et si c'est bien appliqué, ça marche beaucoup plus que tout le reste. Hyper intéressant. Et tu vois, dans ce que tu dis aussi par rapport aux méthodes, ça me fait Ouais, penser à l'exemple d'une personne d'ailleurs qui se reconnaîtra peut-être, donc je lui fais un coucou, qui a été prise chez Rolex pour le coup, ok. dans un métier de post-production, donc ça demande beaucoup de finesse, beaucoup d'habileté, Mhm, etc. mhm. Mais par contre, elle a fait un parcours qui a rien à voir. Au départ, elle était plus dans le commerce, elle s'est formée aux ressources humaines, mais à côté de ça, Ok, elle avait un side project de création de pâtisserie. Donc, elle a mis en avant sa compétence transférable. Je lui avais dit, tu verras, c'est intéressant, mets ça en avant. Ça a marché pour elle, ça a marché pour une amie à elle. Donc voilà, et elle m'a pris comme cru que j'étais folle quand j'ai dit, mais mets ça en avant, fais un book, montre en fait Hmm, ta dextérité et tout ça. Et effectivement, faut oser aussi sortir des cases. Puis quand vous décelez votre pépite, la démontrer en fait. Ah, c'est super entièrement d'accord. intéressant. Ouais. Et par rapport aux tests aussi, moi, je suis pas une grande fan des tests, pour être honnête. Mais après un sondage sur LinkedIn, j'ai découvert qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui aiment bien. Ceci dit, je trouve important. Maintenant, moi, avant, pardon, je proposais un que j'ai arrêté, mais du coup, je vais pas dire ce Mhm. que c'est pour pas péjorer, voilà. Mais parce qu'il n'était pas actualisé. Ça veut dire que c'est un Ok. questionnaire qui vise à lister en fait des métiers possible, sauf qu'il n'y a pas les métiers dans le digital, il n'y a pas l'informatique et c'est pas mis à jour. Donc, quand on sait qu'il y a plein de métiers de demain qui n'existent pas encore, normal, bah, du coup, c'est super important d'avoir un outil qui vous permette d'avoir quand même une vision d'ensemble sur ce qui est possible. Mais là encore, ce que je trouve intéressant, c'est d'aller étudier les métiers par rapport à ce qu'on a envie de faire, en fait. Pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'on veut faire, il faut Mhm. aller faire une sorte de recherche, mais vraiment recherche élargie pour savoir ce qu'on peut viser. Parce que peut-être qu'on n'est même pas au courant qu'il y a un métier qui est fait pour nous, mais Bien sûr. on ne le connaît pas. Clairement. Et puis les tests, c'est aussi une machine, tu vois, à faire du business. Hein. Dans l'absolu, tu as plein de tout ce qui est test de personnalité. Moi, à titre personnel, je suis absolument contre parce que de un, il y a très peu de valeur prédictive, voire certains c'est zéro. Par exemple, tu vois, genre le MBTI, il y a des gens qui s'en servent pour le recrutement. Ça n'a littéralement aucune valeur scientifique. Ça fait 100 ans que ça existe et en 100 ans, il n'y a pas une seule personne qui a réussi à démontrer le moindre valeur que ça a. C'est un peu un jeu que tu peux faire. Tu vois, MBTI, c'est comme, je sais pas, j'en sais rien, t'es au bar et tu veux, vas-y, viens, on s'amuse, on fait un test pour voir quelle personnalité tu es. Oui, mais c'est la seule valeur prédictive que ça aura. T'amuser. Et c'est rigolo, tu vois. Ah ouais, je suis ENTJ, je suis INFP, c'est génial. Mais ça a aucune valeur prédictive. Et du coup, beaucoup de boîtes se servent et créent des tests pour faire de l'argent, alors qu'en fait, derrière, c'est juste. Tu sais, t'as un biais, en fait, j'ai plus le terme de ce biais-là, mais c'est comme l'horoscope. Tu sais, genre, chaque personne qui lit l'horoscope et à qui on dit c'est toi, tu sais pas, tu es scorpion, tu vas voir ça, bah, du coup, tu vas forcément te dire, ah ouais, ça me Je correspond. crois que c'est le Et biais donc, de confirmation, non? C'est pas... c'en est un autre extrait vraiment pour ça et je sais plus comment il s'appelle, je pourrais te le retrouver et du coup tu vois il te montre qu'en fait tu avais des tests qui ont été faits sur des étudiants où il avait demandé, ils avaient mis à tout le monde exactement le même signe d'horoscope en leur disant est-ce que ça te correspond et tout le monde a dit bah, ça me correspond. En fait on leur a dit mais ils ont tous la même chose. Ah ouais c'est vrai, ah mince alors. Et du coup en fait, les gens réalisent que ça a aucune valeur prédictive et le MBTI c'est pareil, tu lis chaque profil tu vas te dire ah ouais ça me correspond si c'est le tien qui t'a été attribué. Si tu lis un autre
tu auras un biais inverse que de te dire, ah ouais, en effet, c'est différent de moi, tu vois. Mais quand tu lis le tien et que tu dis, ah, j'ai le même personnalité que Tolkien, ah, trop chouette, je suis trop content. Parce qu'on te met des gens cool forcément en bas, tu vois, genre Johnny Depp, etc. Et tu te dis, ah ouais, c'est bon, ça me plaît. Non, aucune valeur prédictive, rien. Et puis, il y a un truc que j'ai envie de souligner parce que il y a des personnes qui me disent, mais pourquoi tu fais pas ça, Stéphie? Donc, je vais vous répondre là maintenant. C'est parce qu'en fait, si vous avez des résultats, mais que vous y croyez pas, parce que si vous disiez, enfin, si vous dites que oui, ça vous correspond, mais que vous manquez de confiance en vous et que vous êtes en perte de sens, il faut Mhm. trouver les réponses en vous, dans votre parcours, dans vos expériences concrètes. Et à partir de là, en découvrir des ressources. C'est pour ça qu'il y a le bilan de compétences. C'est pour ça qu'il y a plein d'outils comme l'Ikigai et des autres, mais où ça vous demande, vous, d'aller chercher les réponses. Et après, pourquoi pas Bien faire sûr. ce que vous avez envie comme test ou j'en sais rien pour aller trouver des exemples concrets. Donc voilà, ça c'est un truc qui me tient à cœur. Donc merci d'en parler aussi. Est-ce qu'il y a une autre thématique que tu aimerais aborder en lien avec le recrutement, l'orientation, la reconversion qui te tiendrait à cœur avant de parler de tes projets? C'est extrêmement large comme question. Oui, c'est pour être très ouverte, tu vois. Je suis très ouverte là. Ouais. Je pense que ce que je pourrais dire, c'est si on a du coup des recruteurs et recruteuses qui nous écoutent, c'est qu'aujourd'hui, le recrutement doit évoluer de deux manières. La première, c'est il doit devenir plus humain et la deuxième, il doit devenir plus data-driven et plus scientifique. En fait, jusqu'à présent, on a beaucoup laissé on mettait au même niveau le recrutement et l'astrologie, tu vois, en termes de comment ça fonctionne. Aujourd'hui, le recrutement, il n'est pas assez candidate-centrique. Donc, du coup, souvent, le gros des entreprises et recruteurs et managers pensent à eux d'abord et aux candidats après. Or, si tu inverses les rôles et que tu penses d'abord à ta cible et ensuite tu penses à toi, tu feras de meilleurs recrutements. Et deuxième chose, il n'est pas assez scientifique et data-driven. Donc en gros, on fait des choses parce qu'on pense que c'est bien, sans savoir si derrière il y a une base scientifique intéressante ou sans savoir du coup s'il y a des stats qui montrent que X ou Y chose. Par exemple, tu vois, sur les messages d'approche, il y a plein de personnes qui s'amusent à faire des tests pour voir que, je sais pas, si tu mets dans un message, par exemple, et si enfin, quand tu t'adresses à quelqu'un en mode je veux te chasser, et si tu connais quelqu'un dans ton réseau qui lui aussi est intéressé, tu peux me l'envoyer aussi, bah, tu vois, typiquement, ça, c'est 50% de chance de moins d'avoir un retour. Et du coup, bah, en fait, quand tu regardes des gens qui font des études, qui font des stats, qui font des expériences, que tu compares ça à la partie scientifique, du coup, ça te permet d'être plus data-driven et de prendre des décisions, non pas par rapport à ce que tu penses être juste, mais par rapport à ce qui, dans l'absolu, marche ou ne marche pas. Et donc, du coup, il doit être plus efficace, le recrutement, et il doit être plus humain en même temps, donc plus candidat-centrique. Si on arrive à faire ça, je pense que le monde de recrutement se portera mieux. Et ça peut s'appliquer, du coup, tu vois, aussi côté chercheur d'emploi. En gros, bah, regarder des stats, regarder pour ta chance de succès sur tel ou tel job. Si tu te dis que, je sais pas, dans telle boîte, il y a 1% des candidats qui ont le job, peut-être du coup pas mettre trop d'énergie non plus dessus parce que tu pars du principe que ça marchera pas et aller voir autre chose qui te correspond plus. Et du coup, pareil, se baser du coup sur des stats, sur tout ça et surtout être aussi, bah, pour le coup, compagnie centrique. Donc souvent, tu vois, les candidats ont tendance à parler d'eux aussi et tu vois, à vouloir chercher un truc qui leur correspond, mais il faut toujours faire un compromis. Le recrutement, c'est du compromis entre ce que tu veux toi en tant que candidat et ce que veut l'entreprise. Et du coup, si on est trop en tant qu'entreprise, trop focus sur nous, en tant que candidat, trop focus sur nous aussi, ça marchera pas. Faut vraiment trouver un juste milieu entre les deux. Je fais un petit spoil. Louis Deslus, oui, je sais pas si on dit Deslus. Oh, on verra. Il me dira peut-être après, mais c'est pas grave. Bon, bref, Louis, dans un prochain épisode, il explique que Mhm. justement, enfin, c'est intéressant de pas choisir forcément un métier, mais d'abord choisir la vie qu'on a envie d'avoir et Bien ensuite sûr. de choisir le métier. Et du coup, ça Ouais, prend tout son sens dans ce que tu dis. C'est aussi choisir dans l'environnement dans lequel on a envie d'évoluer. Mais à 100%. la base, ça part d'une vue d'ensemble. Donc, ok, super intéressant. Et puis, une dernière question que j'ai failli oublier, mince alors. Hmm. Euh, Hier, je suis tombée sur quelqu'un et je me suis dit, tiens, peut-être que le métier de recruteur pourrait l'intéresser. Mais Ouais. pour le coup, ce serait une reconversion. Donc, toi, typiquement, ben, quand est-ce que on peut se dire, là, pourquoi pas, je pourrais être recruteur? En gros, comment identifier quelqu'un ou en tout cas, s'il y a quelqu'un qui nous écoute qui pourrait Mhm. être intéressé par ce métier, qu'est-ce que tu lui Mhm. dirais? De manière très subjective que c'est un des plus beaux métiers qu'on puisse pratiquer parce que du coup on change la vie des gens au quotidien et en fait c'est un métier sur lequel on apprend beaucoup. Typiquement quand t'es par exemple jeune diplômé et du coup que t'es jeune en termes d'âge pour le coup, c'est un des jobs sur lequel tu vas devoir monter en maturité le plus vite possible parce que tu peux avoir 22-23 ans et être en lien avec des gens dans ta boîte qui ont le double de toi et qui sont des je sais pas C-level et du coup c'est le seul job où tu es en interaction avec autant de gens différents, avec des gens qui ont des seniorités beaucoup plus fortes que la tienne, et du coup, ça te force
à apprendre et à monter ton niveau. Et donc, du coup, c'est un job qui amène beaucoup de choses. Et commencer sa carrière en tant que recruteur et recruteuse, c'est dingue. Après, on peut faire ce qu'on veut après si on veut évoluer et aller vers d'autres jobs, mais c'est un job vraiment fantastique pour ça. De deux, on a un impact énorme parce qu'aujourd'hui, les gens sont perdus. Encore une fois, on a un monde qui part dans tous les sens. Et du coup, si on peut aider des gens à trouver leur voie et à réaliser que en fait, c'est bien le bonne opportunité pour la bonne personne, au bon endroit, au bon moment, on a un impact qui est fort. Pareil, tu vois, donc, quand on a des recruteurs qui sont humains et qui vont donner leur chance à des gens qui l'auraient pas eu ailleurs, c'est hyper agréable. Enfin, tu vois, moi, les gens que j'ai recrutés où personne n'en croyait et finalement ça a marché. J'en ai plusieurs exemples là-dessus, donc ce que je t'ai dit, tu vois. Bah, je suis heureux en fait que ces gens-là qui n'avaient pas leur chance initialement aient un job qui leur correspond et montent en compétences. Après, pour devenir recruteur, il y a plein de choses. Il y a beaucoup de choses positives, mais ça, je pense qu'on le sait et si on a envie de le devenir. Mais en revanche, il y a beaucoup de choses négatives qu'il faut aussi prendre en compte. C'est un job qui est très fatigant parce qu'il y a beaucoup de charge mentale. C'est un des jobs sur lesquels en fait on est en lien avec tellement de gens tout le temps, en permanence. Et il y a plein de deadlines qui tombent. Ça marche pas. Il y a des choses qui se passent pas comme prévu. C'est un job qui est très fatigant. Beaucoup de recruteurs d'ailleurs arrêtent parce qu'ils sont fatigués, ils sont cuits par le métier et ils n'ont pas pu prendre de pause ou autre. Donc c'est un job qui est fatigant. Deuxième problème, c'est que c'est un job que les gens n'aiment pas, même si c'est de mieux en mieux et ça s'améliore. C'est au même titre que les comptables, les juristes et les gens qui te démarchent pour changer d'assurance. On n'aime pas les recruteurs en général et les RH non plus en général d'ailleurs. L'autre jour, je sais pas si t'as vu, il y a un micro-trottoir qui est sorti, on demande dans la rue ce que les gens pensent des RH. Tout le monde a dit on les déteste, ils sont pro-direction, c'est des gens qui sont éloignés, qui s'occupent pas de moi. Donc ouais, je dirais ça, faire attention, enfin regarder les aspects négatifs du job et pour ça la meilleure manière c'est de parler à des gens qui font le métier et dans différents domaines parce que aujourd'hui dire qu'il y a un métier de recruteur n'existe pas. Parce qu'entre recruteur en cabinet, recruteur en ESN, recruteur en conseil, en grand groupe, en start-up, à son compte, j'en ai peut-être oublié. Mais du coup, tous les types de métiers différents que tu as en intérim, tu vois. Chaque job de recruteur est fait différemment par rapport à là où on le pratique, dans la boîte dans laquelle on le pratique. Et pareil par rapport au job qu'on va aller chercher. Entre recruter des gens qui sont tech, recruter des commerciaux et recruter par exemple des gens en marketing, ça va être différent aussi en termes de job. Donc, oui, il y a plein de points communs, mais le job se pratique de plein de manières différentes. Ça, pour le coup, c'est un truc aussi qui est génial parce qu'en fait, tu te dis qu'en tant que recruteur, ta carrière, en fait, tu peux t'amuser à faire plein de choses différentes et tu feras le même métier, mais tu l'appliqueras tellement différemment que tu n'auras pas l'impression de faire le même métier. Donc, je dirais ça. Et pour devenir ensuite recruteur, tout le monde peut l'être. C'est tout le monde qui est OK pour être dans l'empathie, dans l'écoute active, dans la curiosité, dans l'efficacité, dans le côté pragmatique, data-driven. En fait, tu as un mix entre l'humain et un mix entre l'efficacité. Il faut être les deux pour moi, pour être un bon recruteur. Il faut à la fois avoir un cerveau de geek, de nerd, d'efficacité, data-driven et à la fois un cerveau commercial, empathique, chaleureux pour aller arriver à convaincre les gens. Si on combine ces deux cerveaux-là, tout le monde peut être recruteur. Si et seulement si, on prend l'effort de se former. Parce que pour le coup, c'est un métier on a besoin d'avoir les bonnes méthodes. Pour ça, il y a plein de solutions qui existent pour se former. Si on veut le choix, par exemple, du digital et de quelque chose un peu flexible et sur vraiment la base de la base de la base, on peut aller voir l'école de recrutement qui du coup va avoir un parcours en ligne à son compte. Et du coup, sinon, si on va aller encore plus loin, en physique ou en digital, avec du coup Élise, comme mon associé, nous aussi on forme des recruteurs et des recruteuses, beaucoup de gens en conversion. Là, cette semaine encore, on avait quelqu'un qui du coup était head of marketing de sa boîte et qui se lance en solo pour créer un cabinet de recrutement. Et du coup, il est passé par la formation pour tout apprendre de A à Z, ce qu'il a à savoir. Donc nous, c'est ce qu'on fait au quotidien avec Élise. On forme des recruteurs et des recruteuses sur tous les domaines de manière holistique. Donc vraiment, toutes les compétences qu'il y a à avoir, on les forme là-dessus. Ah, c'est top. Merci beaucoup. C'est hyper intéressant. Et justement, pour le choix de la formation, je suis contente que tu l'abordes parce que je voulais te demander justement de parler un petit peu plus de la formation que tu proposes. Ouais. Toi, selon toi, d'après ce que tu as justement déjà observé, je sais qu'en plus, ça a été le point de départ aussi de ta volonté de former. Qu'est-ce qu'elle va apporter en plus, ta formation, du coup? Ouais, alors avant ça, et parce que moi, je suis pas forcément, je pas envie d'être auto-centré, je dirais qu'il faut faire attention parce qu'aujourd'hui, le business de la formation sur plein de métiers, il est blindé et il y a plein de gens qui forment et qui racontent n'importe quoi. Donc, faut faire attention aux pièges et aller vérifier qui forme, qui a créé ça. Est-ce que c'est des gens qui savent de quoi ils parlent ou est-ce que c'est des gens du coup qui veulent juste faire de la thune? Parce qu'il y en a qui veulent faire de la thune. Le recrutement aujourd'hui est à le vent en poupe et donc les gens en profitent pour faire des choses qui, des fois, sont pas forcément backées ni par la science, ni par de l'expérience, ni par des compétences. Et du coup, là, c'est pas forcément intéressant. Et donc, ce que je dirais, il y a deux types de formations qui existent aujourd'hui en recrutement. Il y a des formations qui sont spécialistes, donc spécifiques sur un sujet donné. Par exemple, il y a Hélène Lee à Lyon qui forme au recrutement IT. Donc, elle forme des gens pour devenir recruteur IT. Elle a une approche pareille qui est assez, pour le coup, efficace et structurée et basée sur son expérience. Tu vas avoir, par exemple, Charlène Emery, son nom de famille, si je dis pas de bêtises, qui du coup, elle forme
uniquement sur la partie inbound. Donc en gros, faire en sorte que les gens viennent à toi, marque employeur, annonce, etc. Et du coup, elle, tu vois, si tu veux vraiment monter en compétence sur ça, elle va pouvoir aider. Il y a quelqu'un, par exemple, qui s'appelle Balázs, qui pour le coup, c'est pas en français, c'est en anglais, qui lui est hongrois et du coup qui forme au sourcing IT. Donc c'est encore plus spécifique, tu vois, et pointu. Si tu veux vraiment gagner en compétence là-dessus, lui, il va pouvoir être là-dessus. Donc là, c'est plus pour des gens qui sont déjà recruteurs, recruteuses et qui veulent se perfectionner sur une technique. Et après, en formation généraliste, du coup, il y a l'école du recrutement qui est là de manière historique, qui a vraiment eu un rôle énorme à casser le marché et à rendre fiers les recruteurs de faire leur métier. Eux, ils ont une formation du coup en digital. Avantage, c'est flexible. Inconvénient, il n'y a pas ce côté relationnel que tu peux avoir parce que tu es seul devant ton écran et tu vas apprendre des choses à ton rythme. Et du coup, nous, ce qu'on fait avec Élise, on combine en fait, si tu veux, tout ça. Donc, on a une approche qui est holistique. Donc, on couvre tout, de l'inbound au sourcing, en passant par les méthodes d'évaluation, par l'expérience candidat, diversité et inclusion, le droit, l'application du growth au recrutement, du marketing au recrutement, etc. Donc, on a vraiment une approche globale et on fait ça soit en présentiel, soit du coup en digital. Du coup, par rapport à l'envie des gens, on peut s'adapter et beaucoup de gens vont préférer le présentiel parce que c'est cool. Tu vas avoir des gens autour de toi. Et si tu veux te reconvertir, c'est intéressant de le faire avec des gens qui, du coup, vont devenir ton réseau, en fait. Parce que, du coup, c'est des formations entre 6 et 12 personnes. Et du coup, tu vas rencontrer des gens. Donc, nous, on fait ça avec Élise, à la fois en individuel, donc les gens qui solo veulent se reconvertir, et en groupe. Des équipes entières qui veulent, du coup, monter en compétences. On forme des équipes entières de grands groupes ou de startups. Ok, super. Donc vraiment faire attention et savoir ce qu'on veut apprendre, tu vois. C'est la seule, je dirais le conseil à retenir, c'est faire attention à ce qui n'est pas sérieux et choisir entre du spécialiste comme Hélène Lee ou comme Charlène et entre du généraliste comme l'école de recrutement ou nous. Oui, et alors là, en tant que formatrice aussi, j'ajouterais se pas faire avoir par le coût du CPF en France ou chez nous le chèque annuel de formation. Enfin, c'est pas parce que quelqu'un peut vous aider parce que vous allez l'État, voilà, va pouvoir payer votre formation qui elle est qualitative. Donc c'est juste ce que tu disais. Donc là encore, toujours avoir des objectifs précis sur ce que vous avez envie d'apprendre, de concret, et puis vous informer un maximum. Et à partir de là, après faire vos choix. Mais se dire que vous allez avoir une formation gratuite pour qu'elle soit au final potentiellement, excusez-moi du mot, merdique, c'est pas forcément très intéressant. Donc voilà, donc tout est après, il en existe des tas. Donc merci parce qu'en plus j'en découvre d'autres là, c'est trop cool. Merci beaucoup. Et est-ce que voilà, donc maintenant quels sont tes projets, comment on peut te suivre, Léo? Ouais. Alors tous les projets, je les partage du coup sur LinkedIn. Donc c'est Léo Bernard sur LinkedIn avec un petit renard à côté, on peut pas se tromper. Et les deux projets du moment, c'est plus qu'un projet. Du coup, c'est la boîte que j'ai créée avec Élise. Donc sur le coup, on a plein de choses qui vont arriver en début 2023, plein de nouveautés par rapport à cette boîte qu'on est en train de créer. Et là, en ce moment, il y a aussi le lancement de mon podcast qui s'appelle Tam Tam, qui c'est un bon complément au tien. Où pour le coup, du coup là, c'est des gens qui font le recrutement, des recruteurs et des recruteuses aussi, qui viennent parler de. C'est un sujet par épisode, donc c'est vraiment hyper spécifique et hyper pointu. Et le but, c'est que les gens apprennent des choses à la fin de cette demi-heure de podcast. Donc, c'est le deuxième projet, ça s'appelle Tam Tam. Et c'est trouvable aussi sur mon LinkedIn, comme tout ce que je fais. Je passe un peu trop de temps peut-être sur LinkedIn. En tout cas, podcast Tam Tam, des formats plutôt courts et à chaque fois pratico-pratique. Ouais. Super. Écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu aurais peut-être quelque chose d'autre à partager avant de quitter l'enregistrement? Dis pas avec tant de tristesse. Non, juste en vrai, très basique, hein, mais merci à toi pour cette invitation et pour ce que tu fais. Enfin, tu vois, moi je suis content parce qu'il y a encore 4-5 ans, pas grand monde parlait de recrutement et pas grand monde d'aider les candidats et ou aider les recruteurs et recruteuses. Aujourd'hui, plein de gens prennent la parole. Je fais partie du coup de ces gens qui justement vont aider à ce qu'il y ait plus de prise de parole, plus de prise de conscience et c'est hyper utile. Donc continue ce que tu fais, c'est une chance pour les gens qui t'écoutent d'avoir du coup accès à tout ce contenu très riche. Bon, je parle pas pour mon épisode, mais pour les autres au moins, des gens qui sont pertinents et qui du coup savent de quoi ils parlent et qui vont aider du coup les chercheurs d'emploi à trouver un job et les recruteurs à faire des choses meilleures. Attention, j'ai mon chat qui est en train de passer. Et la fin de l'épisode, t'as vu, il a attendu, il s'est retenu pendant 40-50 minutes et là, il sait que c'est la fin, donc il vient me voir. Mais donc, merci pour l'invitation. C'était vraiment très chouette. Merci à toi. Merci de montrer, j'arrête pas de dire que justement, c'est un podcast qui interviewe des recruteurs qui ont du cœur et t'as un exemple parfait. Donc, apprenons les uns des autres, que ce soit des demandeurs d'emploi, des recruteurs, etc. Puis en fait, échangeons les infos et ça se passera beaucoup mieux pour tout le monde. Voilà. Bien sûr. Merci beaucoup à toi. Merci Stéphie.
Merci d'avoir écouté cet épisode en entier. Un grand merci à Léo d'avoir répondu à toutes mes questions. Je vous invite à vous abonner à ce podcast si ce n'est pas encore fait. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le. Et vous pouvez même mettre des petites étoiles pour faire briller ce podcast à travers Apple Podcasts. À très vite!